Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room. Au sommaire de cette émission, dans la section veille, on vous parle de plein de choses comme d'habitude. Le dossier de cette émission est consacré aux performances côté serveur. Dans la Toolbox, on vous parle de dashboard, d'email et de gradient. Et enfin, dans la zone 404, on vous montrera le cerveau avec Street.js. Et exceptionnellement, je n'accueille pas Teddy, puisque ce sera une émission avec moi seul. Et bien, c'est le moment d'enchaîner avec la section veille. Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room, l'émission du développement web et mobile, présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debug Room est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Gardez l'œil ouvert, c'est la section veille. Et dans la section veille, je vous propose de découvrir un petit blog Tumblr qui s'appelle DevToolTips, qui vous propose avec une petite vidéo ultra simple comment exploiter les tooltips de Chrome de manière optimale. Alors il vous parle des CSS filters, il vous montre un petit peu comment faire une recherche par sélecteur à l'intérieur du panel d'éléments. Bref, tout un tas d'éléments, le shift-click pour changer le format de la couleur. Donc il y a plein de petits tips, plein de petits conseils qui vous sont fournis pour utiliser les DevTools de Chrome, bien évidemment. C'est vraiment très ludique. Il y en a très régulièrement qui sont ajoutés. Je vous conseille vraiment de le suivre. Moi, je le regarde de temps en temps, ça me plaît vraiment. Donc voilà, c'est un petit tip qu'on vous fournit. N'hésitez pas à vous abonner à ce Tumblr qui vaut vraiment le détour. En attendant de vous y abonner, vous aurez peut-être le temps en octobre ou en novembre d'aller participer à quelques événements de développeurs, notamment. Alors, il n'y en a pas en particulier que je voudrais vous présenter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ZDNet a listé sur une de ses pages la liste de tous les événements dédiés aux développeurs qui se déroulent en France notamment et à Paris en particulier pour tous les développeurs en octobre et en novembre. Donc du coup, si vous avez envie de participer à l'un d'entre eux, n'hésitez pas. Nous, on essaye ça nous intéresse beaucoup parce que nous, on va tenter d'aller en couvrir quelques-uns avec la Debug Room pour filmer et vous faire un retour sur ces événements-là, de manière à ce que vous puissiez y participer sans même avoir à vous y déplacer. Mais si vous avez envie de vous déplacer pour nous rencontrer ou aller participer à cet événement, n'hésitez pas à suivre le lien qu'on vous a mis dans les notes de l'émission pour aller le consulter. On continue avec les dernières nouveautés de la bêta de CakePHP 3. Donc, c'est un article fait par Arthur Weiss, qui nous présente un petit peu l'ensemble des nouveautés de CakePHP 3, donc les namespaces, le fait qu'il est plus neigé, le nouvel ORM, qui est effectivement un élément important dans CakePHP 3, pardon, etc., les entities, les tables, bref, plein d'éléments qui ont fait évoluer CakePHP 3. Vous allez bien sûr avoir accès à la roadmap de CakePHP 3 qui est disponible sur GitHub, pardon. Et si vous avez envie de lire les détails des nouveautés de CakePHP 3 parce que vous en servez ou parce que vous êtes intéressé, une bonne nouvelle pour vous, c'est l'article est en français, qui n'est pas souvent dans les articles de Release Note. À moi de vous parler aujourd'hui de Cowl, d'un projet qui s'appelle COWL, qui est un système de confinement pour le web. Bon, je vous la fais courte, c'est une lib JavaScript en gros, qui va vous permettre en fait de restreindre l'accès aux données de vos scripts JavaScript à... En gros, dans une page web, vous avez plusieurs scripts JavaScript, un jQuery, un Masonry, un ce que vous voulez. En gros, vous voulez pas que les données internes de chacun des scripts et que Masonry n'ait pas accès aux données internes de jQuery et que jQuery ne puisse pas aller bidouiller les éléments de Masonry, mais vous voulez quand même que les deux puissent interopérer. Du coup, grâce à Call, aujourd'hui, vous allez pouvoir bloquer, rendre inaccessible aux autres frameworks JavaScript que vous exploitez dans votre page web certaines données de votre framework à vous. Bref, en gros, ce qui n'était pas possible aujourd'hui parce que l'espace aujourd'hui, il n'a pas de, enfin, toutes les structures de données de JavaScript sont dans un espace commun et tout le monde peut accéder à tout. Alors évidemment, on est tous des gentlemen et donc on va pas aller trifouiller dans les données des autres frameworks, mais on a malgré tout une faille de design de JavaScript là-dedans pour notamment la sélection, enfin, le filtrage mémoire. Et donc du coup, voilà, c'est un projet qui a été travaillé par pas mal de personnes et qui du coup commence à voir le jour.
Je vous laisserai aller voir le lien, donc c'est cowl.ws pour justement, vous rendre compte, un petit peu de ce qu'ils proposent. C'est encore en bêta, on est loin encore de la release, mais ça permet malgré tout, voilà, de restreindre un petit peu l'accès si vous avez des données confidentielles. Enfin moi, par exemple, si j'ai une libJS qui va utiliser, qui va exploiter un login mot de passe et que j'ai une autre lib à côté, je voudrais pas qu'elle puisse accéder aux données internes et qu'ils puissent, voler mon mot de passe, alors que j'en ai pas envie. Prenons voilà un des exemples, pardon, qu'on peut voir, et pourquoi ce projet a vu, le jour. C'est en anglais, c'est un poil technique, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment une faille de JavaScript. Si vous voulez aller en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder dans les notes de l'émission. On va continuer, aujourd'hui avec, un petit site qui s'appelle Async Display Kit, qui en gros, va vous permettre qui est un framework, iOS en fait, qui va vous permettre de faire des appels asynchrones sans, en vous simplifiant la vie, parce que c'est pas forcément extrêmement simple de faire ça, en pardon, en tac, 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 en iOS, donc en Xcode. Donc voilà, c'est un petit framework qui va vous permettre de faire ça. C'est pratique parce que ça nous manquait. Ça, vous allez pouvoir, vous en servir si vous faites de l'Objective-C ou des applications iOS. Et on continue dans le développement, mobile pour vous parler de la fameuse, release de Android 5.0 qui s'appelle donc, Lollipop. Et je voulais tout simplement, mettre en avant un petit peu les éléments, intéressants qui sont mis en av qui sont, disponibles pour cette release. Alors on va passer toute la partie user experience, le material design, les nouvelles notifications, les documents concurrents, c'est pas très intéressant. Par contre, sachez qu'il y a un nouveau runtime, c'est-à-dire que l'ancien, ce qui est désormais s'appelle ART, donc il y en a avant les 2, il y en avait 2 qui fonctionnaient en parallèle et là maintenant ils ont basculé sur l'ART. Tout ça pour optimiser les performances bien évidemment. C'est un 64 bits exclusivement, des upgrades de l'OpenGL. On a, on a une notion on a les workplaces pardon qui sont ajoutés. Pas mal d'éléments sur le multi-network, par exemple pour utiliser plusieurs connexions en parallèle pour optimiser le débit. Bref, pas mal de choses qui sont intéressantes. Comme d'habitude, ça vous est résumé dans une vidéo très simple et très compréhensible de DevBytes qui a été faite par Google. Je vous invite à aller la lire si vous voulez en savoir plus sur les nouveautés d'Android 5.0. On continue avec Raptor. Raptor, c'est un nouveau serveur web, pardon, dis donc, pour Ruby. Alors effectivement, on savait on en a toujours eu, il y en a eu plusieurs hein, qui sont disponibles. Et voilà, donc on en a un nouveau. Il est particulièrement plus rapide que les autres. Hein. Les comparatifs que eux annoncent, c'est qui peut aller jusqu'à, allez, on est à quoi? On est à 55 000 requêtes par seconde. C'est quand même sensiblement intéressant. Voilà ce que je peux vous en dire. La public bêta est en cours. Inscrivez-vous si vous voulez avoir des informations dans la newsletter. Effectivement, un serveur plus rapide en Ruby, c'est toujours intéressant. Je suis, euh, voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui, sachant que de toute façon, c'est toujours en bêta, donc on ne peut pas encore être convaincu de ce qui a été présenté. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit article qui va compléter le dossier de la debug room précédente qui parlait de la performance en front, donc JavaScript, HTML, CSS et images, qui va vous parler de comment on optimise le Critical Rendering Path. Le Critical Rendering Path, en gros, c'est le chemin c'est le chemin obligatoire que le navigateur doit emprunter pour commencer à être capable d'afficher quelque chose sur le navigateur. Donc en gros, l'idée là, c'est de réduire le temps où la page est blanche pendant que la page se charge. Voilà l'objectif. Voilà, c'est from blank to content, hein, voilà comment ils disent ça en anglais. Donc en gros, il vous raconte un petit peu tout comment ça se passe, le rendering dans un navigateur avec le DOM, etc., le CSS DOM, tous ces éléments-là qui sont obligés toutes les étapes que le navigateur doit réalisé pour afficher une page web. Et si vous voulez en savoir plus, du coup, il vous donne tout un tas de conseils pour optimiser le temps d'affichage de vos pages. Donc, n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment intéressant. C'est un poil technique, hein, c'est un poil détaillé. Mais continuons avec les anniversaires, pardon, et c'est l'anniversaire aujourd'hui de CSS qui a 20 ans. Donc voilà, on leur souhaite un très bon anniversaire et pour le coup, il y a eu une interview faite par le blog d'Opéra
qui interviewe, comment il s'appelle, pardon, Akon Wiyum, qui voilà pour célébrer les 20 ans de CSS. Si vous avez envie de célébrer fièrement les 20 ans de CSS, n'hésitez pas à aller lire ce blog dont le lien se trouve dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Deux releases rapides, Firefox 33, mon Dieu, quelle quantité astronomique d'ajouts ils ont fait pour les développeurs. Les DevTools ont beaucoup amélioré, ont beaucoup évolué, les CSS, pas mal de choses ont été ajoutées dedans. Notamment, on en avait parlé avec l'inspecteur d'événements dans les éléments du DOM. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Il y a les MathML, tout un tas d'autres éléments qui ont été ajoutés. Si vous avez envie de connaître la, ce qui a été ajouté dans Firefox 33, notamment pour les développeurs, vous avez un lien dans les notes de l'émission qui vous le détaille, et c'est quand même une release assez majeure pour les développeurs. On continue avec Opera 25, qui lui a été publié, mis en ligne également, qui ajoute l'élément picture, quelques API de notification et d'orientation screen, enfin les files constructeurs, l'encodeur et le décodeur, bref, pas mal d'éléments. L'ECMAScript 6 qui commence à arriver de plus en plus dans dans Opera. Bon, c'est vrai que c'est un navigateur qui est quand même assez marginal, mais il fallait souligner puisqu'ils ont fait des efforts et qu'ils ont sorti leur version 25. Bravo à eux. C'est comme ça que conclut la section veille de cette émission et on enchaîne avec le dossier. Assez rigolé, c'est le dossier. Et dans le dossier, aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de la performance côté serveur. Alors là, c'est le bonheur, il y a plein de choses à faire. On a vu donc l'émission précédente, la performance côté navigateur, donc côté front. Là, on va travailler côté back. Donc, on va faire rapidement le plan, on va parler du cache, on va parler des statiques et on va parler de l'architecture multiserveur. Alors, on va commencer par le cache. En gros, un système de cache, ça marche comment? Alors là, c'est un exemple sur une requête SQL, mais en gros, on s'en fout, ça marche pour tous les éléments. En gros, il y a une requête carry, il y a une demande qui est faite à un système, alors ça peut être un appel d'API, ça peut être une appel de méthode, ça peut être un appel de définition, ça peut être une requête SQL, ça peut être ce qu'on veut. En gros, le système de cache fonctionne à peu près tout le temps de la même manière. Il se pose la question de savoir si ou il a déjà le résultat de cette demande dans son système de cache. Si oui, il envoie le résultat direct et c'est réglé. Sinon, il va aller vérifier effectivement, il va aller faire exécuter la requête dans le, pardon, il va aller faire effectivement exécuter la requête du code applicatif, donc pas la requête SQL. Il va aller chercher l'image sur le disque dur où c'est posé. Il va aller exécuter effectivement la fonction qui a été demandée, ou que sais-je encore. Il va le stocker dans le serveur de cache et il va renvoyer le résultat. Bon, rien de bien magique là-dedans, mais c'est important de savoir qu'en gros, tous les serveurs de cache fonctionnent à peu près comme ça. La difficulté de cette chose-là, c'est que du coup, il y a deux stratégies d'invalidation, parce que ça, en gros, c'est comment on remplit notre système de cache, parce que le cache a une quantité limitée d'éléments qu'il peut stocker dans sa mémoire. Et donc, du coup, en gros, l'invalidation, elle se fait généralement de deux manières. Soit programmatiquement, c'est-à-dire que dans notre applicatif, on décide que bah non, s'il y a eu telle action qui est faite, et bien dans ce cas-là, il faut aller vider tel élément et tel élément du cache parce qu'il va falloir le faire recalculer. Donc ça, c'est programmatique. C'est assez rare qu'on le fasse comme ça, mais ça se fait. La manière la plus traditionnelle, la plus simple qu'on a, c'est ce qu'on appelle un time to live, TTL, vous le verrez, qui en gros dit bah voilà, les données dans mon cache, elles durent, je sais pas, elles durent 2 heures, 1 heure, et au bout d'1 heure, je considère qu'elles sont périmées. C'est comme ça que fonctionnent notamment les caches HTTP et d'autres. Je vais vous parler une troisième méthode qui fonctionne aussi, c'est en gros, je remplis mon truc de cache, je remplis mon réservoir de cache. Quand il est plein et que je veux rajouter un élément dedans en plus, et ben je vide le plus ancien, celui qui a été accédé le plus tard, enfin il y a le plus longtemps, de manière à ne garder dans la notion de cache que les choses qui sont accédées récemment. Donc voilà, c'est une des manières de faire. En gros, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre cache? Déjà, vous pouvez mettre en cache des éléments de votre page HTML, c'est-à-dire ne pas avoir à la recalculer en entier, dire bah non, voilà, je sais pas moi, ce menu par exemple, je le mets en cache, juste la zone du menu, ou juste une sidebar, ou juste un footer. C'est une bonne idée un footer, ça change pas souvent par exemple. Tous les ans pour changer le copyright 2014 en bas, c'est une bonne idée de mettre ça en cache. Donc ça, c'est une manière de le recalculer. Donc de dire voilà, bah le footer, cette zone-là, quand je vais l'afficher, je vais aller la mettre en cache. Il y a plein d'éléments il y a plein de solutions technologiques pour le faire, mais globalement, c'est une solution qu'on peut mettre en œuvre.
Sinon, vous pouvez faire, mettre en cache carrément toute votre page, hein. Alors là, c'est un peu plus violent, effectivement. Il faut s'assurer que vous n'allez pas servir, donc présenter à l'utilisateur des données périmées, c'est quand même important. Mais voilà, vous pouvez aussi mettre en cache toute votre page. C'est beaucoup plus violent. Il faut être certain que ça marche bien, mais qu'il n'y a pas voilà, ce risque de servir des données périmées. Mais du coup, c'est beaucoup plus efficace parce qu'on recalcule vraiment rien du tout. Là, pour le coup, il n'y a aucune, mais il n'y a même pas de composition de page à faire. C'est tout est recalculé. Tout est mis en cache et envoyé instantanément. Il n'y a pas même pas de calcul, de petits bouts de calcul à faire pour composer ensemble les différents éléments du cache quand on utilise du cache partiel, par exemple. Rappelez-vous qu'on n'est pas dans la partie composition dans le navigateur. On est dans la partie je génère ma page HTML du côté serveur. Si on parle du cache en base de données, alors ça c'est assez courant parce que c'est vrai que souvent c'est euh, c'est assez fréquent d'avoir cette partie-là qui est un peu lente, parce que c'est là qu'il y a potentiellement il y a le plus de calcul qui est fait, hein, c'est souvent là, parce que les calculs sont souvent faits sur des données, donc ça se passe souvent du côté de la base. Et du coup là, ce qu'on fait, c'est effectivement, généralement, évidemment, vous ne mettez pas en cache les requêtes de modification, hein, les inserts, les deletes et les updates, ceux-là, on les laisse, surtout on va pas mettre de cache là-dedans, enfin ça n'a pas de sens, vous verrez, mais on le fait pas. On le fait surtout exclusivement pour les selects ou pour les procédures stockées. Et donc là, effectivement, ça reprend l'élément que je vous présentais là, c'est-à-dire la requête SQL. On va vérifier si cette requête, on l'a déjà exécutée ou pas. Si oui, et qu'on l'a en cache, pouf, on envoie le résultat et comme ça, c'est réglé. Et sinon, on va effectivement exécuter la requête SQL. Du coup, ce sera un peu plus lent. Et puis, on va mettre le résultat en cache et l'envoyer. Donc, vous imaginez qu'en plus, il faut mettre en cache le résultat avant d'envoyer. Alors, il y a des systèmes qui font ça en parallèle, bien évidemment, mais ça fait quand même plus de travail à la base de données. Donc, ça, c'est un élément qui est intéressant, qui fait beaucoup gagner en performance. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, MySQL, pour ne parler desquels, mais la plupart des systèmes de bases de données, ont déjà ces mécanismes-là, donc paramétrez correctement vos bases de données et vous aurez déjà ces mécanismes de cache qui vont être activés et donc grandement améliorer les performances de votre application. Le dernier système leader en cache, c'est Memcache, donc qui est un serveur de cache qui est en gros vraiment là pour le coup, c'est comme un grand tableau dans lequel on dit bon bah voilà cette requête SQL là, son résultat c'est celle-là et pour aller vérifier si j'ai en cache, je vais vérifier si j'ai déjà les résultats de cette requête SQL dans Memcache. Memcache, généralement, on fait ça sur un serveur dédié, à part. Et l'idée de Memcache, en fait, pourquoi ça s'appelle Memcache, c'est pour Memory Cache, parce qu'en fait, il stocke toutes ces données dans la mémoire vive. Donc, il faut un serveur avec beaucoup de mémoire vive pour pouvoir stocker plein de données en cache. Mais du coup, évidemment, vous comprenez que c'est extrêmement rapide, parce que si tout est en mémoire vide et que c'est pas sur le disque dur, ou que c'est pas sur, je sais pas trop quel autre élément on pourrait trouver ou même un disque dur SSD, si c'est tout en mémoire vive, ça va être extrêmement rapide à accéder. C'est la qualité première de la mémoire vive. Donc, voilà un petit peu comment on peut présenter les choses pour le cache en front. Donc, on rappelle, vous pouvez mettre en cache des éléments partiels de votre page, donc le footer, le header, la sidebar ou d'autres éléments. Euh, Mettre en cache votre page en complet ou alors accéder à votre base de données en la paramétrant correctement pour qu'elle exploite au maximum son cache de requêtes SQL. On rappelle que seules les requêtes en lecture sont à mettre en cache, les requêtes en écriture sont surtout à ne pas mettre en cache. On va continuer en vous parlant des statiques. Alors les statiques, on va faire simple, hein, globalement, les statiques, c'est comment servir plus rapidement tout ce qui est image, c'est-à-dire tout ce qui est statique, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dynamique. Donc en gros, tout ce qui n'est pas HTML, c'est un peu rapide de dire ça comme ça, tout ce qui n'est pas HTML ou JSON, ou etc. Donc en gros, qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans? Il nous reste les CSS, les JS, il nous reste les images, bien évidemment, les vidéos, les fichiers audio, bref, tout ce qui n'est pas dynamique, tout ce qui n'est pas généré par un applicatif. Comment on traite ça? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on met ici un serveur proxy, ici un serveur proxy. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les requêtes vont passer par le serveur proxy. Généralement, on utilise Squid, c'est un des plus courants, il y en a certainement d'autres, mais c'est vrai que c'est un des plus connus et couramment utilisés. Et en gros, ce que fait ce serveur Squid, et derrière ce serveur Squid, on va mettre effectivement notre serveur applicatif. Alors ce schéma n'est pas exactement le bon, mais c'est le seul que j'ai trouvé pour vous illustrer les choses. Mais globalement, là, la requête arrive, elle va vous demander une image, et l'image en vrai, elle est stockée là, sur le serveur applicatif, parce que c'est là qu'elle a été uploadée par l'utilisateur, etc. Donc bien sûr qu'elle est stockée sur le serveur applicatif. Mais Squid va la mettre en cache, c'est-à-dire qu'il va aller la chercher pour la première fois sur le serveur applicatif, pouf, il va la garder là, et la prochaine fois que quelqu'un, n'importe qui va la demander, il va répondre
tout de suite ici. Ça a l'intérêt de libérer votre serveur applicatif qui, lui, du coup, va se concentrer sur les calculs applicatifs qu'il doit faire et arrêter de passer du temps à envoyer des images, des fichiers, des CSS, des JS. On va déléguer ça au serveur Squid. L'intérêt du serveur Squid et de cette organisation avec un proxy, donc en proxy, c'est le serveur Squid. Évidemment, le serveur Squid, on veut dire attention, si c'est une requête dynamique qu'on veut surtout pas mettre en cache, tu envoies ça au serveur applicatif, c'est à lui de gérer le problème. C'est à lui de répondre à cette requête, surtout, c'est surtout pas à toi de la mettre en cache. Euh, donc, on va avoir ce paramétrage-là qu'on va pouvoir faire. Et l'intérêt de ça, c'est que c'est facile à implémenter. C'est-à-dire que techniquement, les administrateurs système n'ont pas de difficulté, on ne trouve pas ça très compliqué c'est pas très compliqué à mettre en place. Et ça fait gagner quand même pas mal de temps parce que ça décharge votre serveur applicatif de tout un tas de tâches qui sont finalement bien mieux réalisées par un serveur proxy ou qu'on appelle également un serveur de statistique. Voilà un peu ce qu'on peut en dire pour les serveurs statiques. On va continuer à parler de l'architecture multi, serveur. Alors on va commencer, tiens, c'est un peu petit ça. On va commencer par présenter, l'architecture la plus, évoluée, c'est-à-dire, celle en gros alors j'ai pas, présenté l'architecture, multi-Apache. Mais on va parler aujourd'hui uniquement de la partie master slave SQL. Donc en gros, l'idée, c'est de dire, bon, c'est souvent mes données qui me posent problème, sur lesquelles j'ai beaucoup de choses à faire, parce que c'est un serveur applicatif, au final, ce n'est qu'un manipulateur de données. Alors il va faire des calculs, il va les modifier, les ajouter, les supprimer d'ailleurs, mais il fait que manipuler, modifier des données, faire des calculs autour. Du coup, l'idée, c'est de rendre l'accès à ces données le plus rapide possible. Et une des solutions, c'est de faire du master slave avec une base de données SQL. L'idée, c'est de dire, ma base de données, je la coupe en deux et je la mets sur deux serveurs. Un que je vais appeler master et un autre que je vais appeler slave. Le master, lui, son job, il est là, il va récupérer toutes les requêtes d'écriture. Donc lui, on va écrire dessus. On va écrire toutes les données de modification, donc insert, update, delete, tout ça. Ça part sur l'HTML, etc. Bien sûr, s'il y en a. C'est le master qui va les récupérer. Et on va mettre en place un système de réplication de manière à ce que les données de la base de données slave à côté, la base de données esclave, soient bien sûr mises à jour par le serveur, en temps réel par le serveur. Il y a pas mal de systèmes de réplication. Il faut savoir que ce système de réplication, en fait, il est beaucoup plus rapide que d'exécuter en fait ces requêtes aux deux endroits. C'est beaucoup plus rapide de passer par de la réplication parce que ce sont des données qui vont être pré-mâchées pour être absorbées de manière bien plus performante. Et surtout, tous les contrôles d'intégrité qu'on pourra avoir besoin de faire, qui vont être faits par le master, là ne sont plus à faire. Là, c'est vraiment du transfert de données. Il n'y a plus de contrôle qui est fait. Le gars prend tout. Enfin, le slave, il absorbe les données sans faire trop de contrôle. Il en fait quelques-uns, bien sûr, mais tous les contrôles applicatifs de clés étrangères, de clés primaires, de tout ça, ça a été déjà fait ici, et là, on ne le fait plus. Donc, ça se met à jour très rapidement, donc on gagne du temps. Et l'idée, c'est que l'esclave, lui, ne va prendre que les requêtes en lecture. Pourquoi on fait ça? Parce que souvent, une application web ou mobile a quand même beaucoup plus d'appels données en lecture qu'en écriture. Alors, il y aura certainement des cas où ça va être le contraire, mais non, souvent c'est le cas le plus classique. Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est on détache les deux actions et du coup, on va pouvoir augmenter le nombre de serveurs esclaves pour pouvoir être très réactif en lecture. Et du coup, on peut laisser qu'un seul serveur master comme il y a beaucoup moins d'écriture, ça va être plus rapide à traiter. Donc ça, c'est une option qu'on peut mettre en place. Alors ça marche bien, hein, c'est souvent d'ailleurs comme ça que sont organisés les, les gros sites ou les grosses applications web ou mobiles. Mais voilà, donc je voulais vous le présenter parce que c'est une infrastructure. Alors, je vous cache pas que ça a quand même un petit peu d'impact en termes de code, parce que du coup, il faut que votre applicatif aille savoir que quand c'est des écritures, eh bien, il faut envoyer sur tel serveur, donc sur le master, et quand c'est des trucs en lecture, il faut envoyer sur le ou les slaves. Donc souvent, il y a des plugins ou des modules ou des GM ou autres à installer sur votre ORM. Souvent, vous allez en exploiter un pour que justement vous puissiez paramétrer ça et qu'il le fasse pour vous. Sinon, il faudra le coder. Donc là, il y a un peu d'impact sur l'applicatif, mais ça vous fera gagner en termes de performance énormément de choses. Parce qu'effectivement, vous allez avoir des serveurs qui vont être dédiés à la lecture et des serveurs qui vont être dédiés à l'écriture. Et du coup,
vous allez gagner en réactivité. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous présenter sur l'architecture multi-serveur et notamment sur les master slaves en base de données. Euh, J'espère que ça vous aura plu et on va enchaîner avec la toolbox. Et maintenant, ouvrons la toolbox. Et dans la toolbox aujourd'hui, on va vous parler de Dashing.io qui est ni plus ni moins qu'un framework pour faire des dashboards. Alors c'est un framework qui est en Ruby on Rails, donc ça passe par des gemmes, etc. Et l'idée en fait, voilà, c'est d'avoir un dashboard, un framework dédié pour générer des dashboards. Alors on va prendre quelques exemples pour voir un petit peu quel genre de dashboard on peut générer. Mais vous voyez, ça vous permet d'avoir cet élément, des petits éléments comme ça. Ça vous permet d'avoir des éléments, en plus c'est en temps réel, donc des tops, des courbes, des éléments de tendance, des graphiques et autre chose. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on en fait pas mal des dashboards et du coup c'est assez rapide. L'intérêt de cette chose-là, c'est que il y a tout un tas de widgets qui sont déjà préfaits, qu'il y a pas mal d'API, qu'on peut faire du drag and drop et que ça permet aussi de balancer son dashboard sur Heroku en quelques minutes, en quelques secondes, parce que ce framework-là est conçu pour fonctionner sur Heroku. Donc ça vaut le coup de regarder ça si vous avez des dashboards. Alors attention, dashboard en français, des tableaux de bord, merci. Si vous avez des tableaux de bord à faire en Ruby, allez regarder dashing.io pour voir un petit peu si ça peut vous aider à réaliser ça. On va parler d'une petite ressource qui est intéressante qui vous liste un peu tout un tas de templates, un certain nombre de templates email open source, donc que vous allez pouvoir télécharger et réexploiter pour vos différents mails transactionnels ou mailing. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est toujours cool d'avoir ces templates-là. Ils sont jolis, ils sont plutôt élégants, ils sont assez neutres, donc vous allez pouvoir facilement les personnaliser aux couleurs et à l'univers de votre application. C'est sendwithus.com qui nous propose ça. On les remercie. Si ces templates vous intéressent, vous avez le lien, pardon, dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Alors, on va enchaîner avec les gradients. Alors ça, c'est rigolo parce que c'est un... En fait, en gros, c'est un élément qui va vous permettre de choisir l'ensemble des modèles de gradients qui existent. Avec ces deux boutons-là, là, ces deux petits points que vous bougez, vous allez pouvoir du coup modifier un petit peu son apparence, c'est-à-dire savoir si le bleu est très haut, très bas, etc. Et en cliquant ici, clac, vous allez avoir le code CSS qui est généré, qui correspond du coup au gradient que vous avez généré, et donc vous allez pouvoir appliquer ça dans vos styles CSS. C'est pratique parce que c'est vrai que les gradients à coder à la main, merci bien, faut quand même être honnête. Mais là, du coup, voilà, vous avez la possibilité de paramétrer votre gradient comme vous le souhaitez. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est toujours un peu pénible à faire. Et du coup, là, vous avez voilà un petit outil bien visuel. Il faut reconnaître que là, plus visuel, c'est difficile pour construire vos effets de gradient, donc de dégradé, pardon, euh, en CSS et de générer le code et de le récupérer rapidement. Je vais conclure avec le Student Pack, le Student Developer Pack que propose GitHub, qui est en gros un bundle en fait de tout un tas de services d'éléments de services utilisables pour les développeurs. Donc on a l'Unreal Engine, on a Travis CI, on a Stripe qui est un truc de paiement, SendGrid pour envoyer des mails, je les connais pas tous, mais un certain nombre d'éléments. Évidemment, ils ont mis en avant leur API Atom, qui est un éditeur, un outil pour coder, un éditeur de texte open source qui a été fait par GitHub. Attention, c'est vraiment réservé aux étudiants. Et si vous ne pouvez pas prouver que vous êtes étudiant, ils vont vous le refuser. J'étais joueur, j'ai fait le test, j'ai dit bon bah voilà. Est-ce que j'ai dit voilà, je voudrais l'avoir en faisant croire que je suis étudiant et ils m'ont tout de suite rejeté. Donc ils font vraiment des contrôles. Mais si vous êtes étudiant et développeur, allez-y, c'est que du bonheur. Et c'est sur ce petit cadeau que propose GitHub Education que nous allons conclure la toolbox et enchaîner avec la zone 404. En avant dans la zone 404. Et dans la zone 404, on vous propose une jolie utilisation du framework JavaScript
3.js qui nous présente, alors là vous voyez pas, mais en gros c'est un cerveau, c'est un cerveau humain qui nous présente le réseau neural d'un cerveau humain. Tout ça c'est fait en HTML5 et en 3D grâce à 3.js, pardon. Alors vous verrez que sur ma machine c'est à 11 FPS parce que bah, effectivement il y a quand même pas mal de calculs à faire. Mais voilà, la démo est quand même extrêmement efficace, extrêmement belle. Heu et voilà, donc il y a plein de petits éléments, qu'on peut manipuler. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Ce qui est vraiment moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est, le côté un peu, c'est la démo technique, le côté voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui en HTML5 et avec des frameworks JavaScript qui sont puissants. Sachez que Three.js s'intègre très bien avec le logiciel 3D Blender pour du coup, exporter vos modèles 3D, au format Three.js, ça marche assez bien. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, c'est une belle démo technique, c'est sympa à regarder. Évidemment, vous allez pouvoir, cliquer sur le lien GitHub pour aller voir le code qui a été comment ils ont implémenté tout ça. Bravo à eux, c'est une belle démo technique, et ça nous laisse entrevoir le futur, de ce qu'on pourra bientôt, proposer comme expérience, aux utilisateurs et moi je trouve ça tout à fait enthousiasmant, oui. On continue avec un truc un poil plus léger qui s'appelle Badass.io qui en gros nous présente les couleurs alors en gros l'idée c'est de faire des jeux de mots avec les couleurs CSS. Donc en gros le dièse je sais pas quoi, donc je sais pas dièse Totoro, alors évidemment là ils l'ont écrit en leetspeak donc 70702O et donc il vous présente voilà tout un tas de couleurs voilà enfin, tout un tas de couleurs qui sont, en faisant des jeux de mots finalement, voilà, la couleur de la CIA, la couleur des amis, la couleur du papa. Ils ont fait la maman, je crois aussi. Bref, il y en a plein, la couleur de Git, qui sont en fait, des jeux de mots, soit avec du leetspeak, soit sans leetspeak. On a des choses, qui sont pas en leetspeak, alors je sais plus où ils sont, mais il y en a qui sont effectivement voilà, voilà, Coffee par exemple, qui est écrit, normalement. Mais voilà, je trouvais ça marrant. C'est ouais, il y a des gens qui ont un peu de temps à perdre, faut être honnête, mais je trouve ça rigolo. Si vous en avez d'autres et que ça vous avez envie de vous détendre un petit peu, allez regarder. Il y a quelques, il y a des voilà, c'est toujours, je trouvais ça marrant. Il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. Enfin, je trouve qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'imagination et vous pouvez, y contribuer si vous avez, des idées qui n'ont pas déjà été proposées. Voilà, ça nous conclura la zone 404. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous promet, dans 2 semaines, on sera deux pour l'émission 18. À très bientôt. Salut.